Garrett Martin, qui est politologue et professeur à l'American University. Bonjour, Garrett. Bonjour Esther, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Donc, au Canada, on veut aller de pair avec les États-Unis pour ratifier l'entente. Quelles sont les probabilités que l'accord soit ratifié par le Congrès américain au cours des prochaines semaines, des prochains mois, en fait, avant nos élections du 21 octobre ici au Canada? C'est toujours difficile de faire des prévisions, mais je pense que ça va quand même être difficile pour un nombre de points. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a l'arrière-plan et le fait, et ce n'est pas une surprise, que les relations entre les démocrates dans la Chambre des représentants et Donald Trump ne sont pas exactement au beau fixe. Il y a beaucoup de tensions par rapport aux résultats du rapport de Robert Mueller, par exemple, et d'autres dossiers. Donc il y a déjà peu de confiance entre l'exécutif et les démocrates au Congrès. Deuxièmement, évidemment, en arrière-plan, c'est vrai qu'il y a les élections canadiennes qui arrivent d'abord, mais il y a quand même les élections américaines aussi en 2020. Donc, il y a toutes ces arrière-pensées des deux côtés. Et là, on est vraiment dans la campagne qui commence à s'accélérer avec Donald Trump qui a officiellement lancé sa campagne cette semaine et le premier des deux débats démocrates la semaine prochaine, pardon. Bon, les démocrates, pour revenir à l'accord de libre-échange comme tel, veulent apporter des amendements à la nouvelle mouture de l'ALENA. Madame Pelosi y tient. Elle est présidente de la Chambre des représentants, qui est à majorité démocrate. Le Sénat est à majorité républicaine. Rappelez-nous comment fonctionne justement le processus de ratification par le Congrès de cet accord de libre-échange. Congrès, évidemment, qui inclut les deux chambres. Alors évidemment, ce qui est important dans cette question-là, c'est que la Chambre des représentants, et donc le parti qui a la majorité, a la prérogative pour commencer le processus de ratification. Mais évidemment, ils peuvent le retarder. Et historiquement, il y a un moment où Nancy Pelosi avait retardé pendant 4 ans un accord de libre-échange, la ratification d'un accord de libre-échange avec la Colombie. Donc, Nancy Pelosi a les clés du timing, ce qui est vraiment très important. Après, si elle commençait, si le processus était lancé, il y a besoin d'une majorité d'abord dans la Chambre des représentants, et après, ensuite, la loi va au Sénat, qui doit aussi voter une majorité avant que le projet soit officiellement ratifié. Oui, donc, vous le disiez il y a un instant, le président Trump a lancé cette campagne, sa campagne présidentielle, parce qu'il veut remporter évidemment un deuxième mandat à la Maison-Blanche. Il a lancé ça cette semaine. À la lumière de ce que vous nous dites, les chances que l'accord soit ratifié avant même la présidentielle de 2020, c'est loin d'être évident, là. Ah oui, absolument, parce que je pense que là, il y a vraiment une opportunité dans les semaines qui viennent. Mais s'il n'y a pas de succès durant cet été, après, je pense que, et en particulier peut-être même en 2019, si vraiment on arrive en 2020 et il n'y a pas eu de ratification, il y a vraiment peu de chances après que ce soit ratifié avant la fin des élections présidentielles. Durant une année de campagne présidentielle, c'est très très difficile pour les deux côtés de vraiment de faire en sorte ou de passer des législations, des lois importantes. Donc vraiment, je pense qu'il y a une opportunité de cet été et peut-être on peut même voir durant l'automne. Mais après, il y a le calendrier aussi des élections au Canada. Oui. Est-ce que Donald Trump a besoin de cette ratification, de cette victoire, en fait, pour les élections de 2020? Pas forcément. Enfin, si on voit la campagne, la première réunion de campagne qu'il a lancée cette semaine, ses principaux axes, évidemment, vont être centrés autour de l'économie. Donc, tant que l'économie marche bien, c'est pas forcé qu'il ait besoin de cette ratification. Mais après, il y a aussi certaines exceptions. Si l'économie commence à ne pas fonctionner aussi bien, et deuxièmement, si on commence à sentir les contre-coups de la guerre commerciale ou de la guerre commerciale larvée avec la Chine, alors là, je crois que la ratification deviendrait de plus en plus importante. Mais je ne pense pas que ce soit fondamental tant que l'économie marche bien. Bon. Alors, si le Canada veut continuer à suivre l'agenda américain pour ratifier cet accord, à la lumière de ce que vous nous dites, c'est pas prêt d'être ratifié du côté canadien non plus. Tant qu'à vous avoir avec nous, Garrett, faisons le point sur ce qui se passe du côté des démocrates aux États-Unis. Au moment où on se parle, il y a 23 candidats à l'investiture présidentielle. On sait combien ça coûte cher faire campagne, faire de la politique aux États-Unis. Combien, selon vous, va être encore dans la course cet automne? Encore une fois, c'est difficile à dire exactement, mais je pense que d'après les règles du Parti démocrate, ils vont commencer à rendre les paliers plus difficiles. Donc, on peut penser qu'à l'automne, il y a certainement d'autres candidats qui vont devoir sortir de la campagne. En particulier, je pense que si on voit les sondages pour l'instant, c'est clair qu'il y a des différents tiers. Il y a un premier tiers où il y a à peu près 4-5 candidats qui vraiment tirent leur épingle du jeu. Donc ça, c'est évidemment ceux qui ont plus de renommée, que ce soit Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ou même Peter Buttigieg ou Kamala Harris.
mais il y a un nombre de candidats qui ont des très faibles résultats pour l'instant dans les sondages. Donc, s'ils n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu durant ces premiers débats, on peut penser qu'après, il y aura un impact sur leur capacité à soulever des fonds. Et sans la capacité de soulever des fonds, ce n'est pas vraiment réaliste de pouvoir continuer cette campagne. Donc, j'imagine qu'on pourrait voir peut-être une poignée ou 4 ou 5 candidats de plus qui vont sortir de la campagne d'ici l'automne. Oui. Dans un récent sondage, vous nous parliez de Joe Biden il y a un instant, de Kamala Harris, de Bernie Sanders. Il y a certains candidats démocrates qui performent très bien contre Donald Trump. Hein, quand on regarde les sondages aujourd'hui, comment vous évaluez les chances de ces favoris dans la course à l'élection présidentielle au moment où on se parle? Parce qu'évidemment, c'est encore dans 2020, là, il y a encore du temps à venir. Mais comment, au moment où on se parle, vous évaluez les chances de ces favoris-là dans la course présidentielle? C'est toujours difficile à dire parce que, évidemment, j'ai souvenir de ce qui s'est passé en 2016 où de nombre d'instituts de sondage donnaient Hillary Clinton vainqueur et avec un grand degré de confiance. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là, il faut faire attention parce qu'évidemment, avec les élections américaines, c'est 50 mini-élections dans les différents États. Donc, je pense que ces sondages, pour l'instant, peuvent être un peu trompeurs. Deuxièmement, c'est aussi intéressant de voir comment va se passer le débat au sein du Parti démocrate parce qu'il y a clairement une fracture, il y a clairement une division entre l'aile plus, on va dire, modérée et l'aile plus progressiste du parti. Donc ça dépend aussi de comment vont se passer les débats. Est-ce que le Parti démocrate va aller plus vers la gauche? On l'a déjà vu sur certaines questions par rapport aux questions de santé. Il y a beaucoup plus des candidats maintenant qui sont dans la lignée de Bernie Sanders quand ils veulent une couverture universelle pour la santé. Donc je pense que ça aussi, ça va influer sur, je pense, les chances des favoris du côté des démocrates. Oui, parce que le Parti démocrate, au moment où on se parle avec 23 candidats, paraît pas nécessairement uni. Jusqu'à quel point ça peut aider justement Donald Trump à sa réélection en 2020? C'est pas forcément un problème parce qu'il faut se souvenir qu'en 2016, il me semble que les républicains avaient à peu près 16 ou 17 candidats. Ça ne les a pas empêchés après, avec Donald Trump, de gagner l'élection. Donc, c'est vrai que pour l'instant, de toute façon, un président, quand il va pour sa réélection, a énormément d'avantages de toute façon. Il a une capacité à soulever des fonds qui est bien supérieure. D'après les chiffres que j'ai vus cette semaine, en 24 heures, Donald Trump a réussi à soulever 25 millions de dollars, ce qui est plus que n'importe quel autre candidat démocrate en 3 mois. Donc, il y a toujours cet avantage. Mais après, je pense qu'il y a un avantage, c'est que tant qu'il y a beaucoup de personnes dans la course de l'investiture démocrate, il y aura plus de couverture médiatique. Et cette couverture médiatique est importante pour pouvoir ne pas laisser le champ politique dominé par le président. Merci beaucoup, Garrett Martin, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe aux États-Unis. Toujours un plaisir de vous parler. Et bon été, on se retrouve d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Merci. De même à toi, Esther. Merci.